Bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir une fois de plus ce soir cette séance du cycle de conférences, d'échanges et de réflexions autour de la thématique économie et société, et d'accueillir ce soir monsieur... Économie et religion, pardon. Et là, j'étais en train de penser à argent et société, économie et religion. Excusez-moi. Économie et religion, qui est... Comme vous... Ah bon? Alors là, vous... Derrière vous, il faut mettre les choses dans l'ordre. La religion d'abord, l'économie après. Très bien. Alors, avec mes excuses, reprenons dans l'ordre. Je reprends l'ouverture de cette soirée de conférences et d'échanges autour de la thématique religion et société. Et nous accueillons ce soir... Religion et économie. Ah, excusez-moi, là, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est mauvais signe. Nous accueillons ce soir monsieur André Orléans, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers, président de l'Association française d'économie politique, et dont le dernier ouvrage, L'Empire de la valeur, refonder l'économie, a été couronné par le prix Paul Ricoeur en 2011. Donc, monsieur André Orléans, mais je commence à me méfier de mes informations, va intervenir sur un sujet qui n'est pas tout à fait celui que j'avais noté, la crise de toutes les croyances. Moi, j'avais noté d'où viennent les croyances financières. Peut-être que c'est une première version qui avait été envisagée. Alors, André Orléans, que je remercie au nom du président et de nos collègues, en particulier des doyens qui sont à l'initiative de ce cycle de conférences, atteint le cœur du sujet qui nous occupe, puisqu'une bonne partie de son œuvre scientifique est centrée sur un objet, l'argent, pas la monnaie, et cette œuvre est construite sur une thèse qu'on dit partiellement inspirée de Simmel, philosophe strasbourgeois, mort en 1918 et auteur d'une œuvre importante, Philosophie de l'argent, en 1900. Alors la thèse que je n'ai absolument pas vocation à exposer ici, et je me contenterai de dire ou d'évoquer un des aspects de cette thèse, à savoir que ce qui fait la valeur de l'argent, c'est essentiellement la croyance. Ainsi, l'économie a des racines psychologiques. Il n'y a pas d'économie sans sujet, pensant, désirant et croyant, mais pas croyant au sens de la foi fides, au sens de la fides theologica, mais au sens de la croyance belief. Il ne va pas de soi qu'on doive parler de croyance au sens, par exemple, de croyance financière. Certains diraient peut-être que la finance est le domaine des faits et pas un domaine de croyance. Une des particularités donc de cette conférence que nous attendons avec impatience est que son titre enveloppe une thèse originale et qui est relativement atopique au point de vue disciplinaire, puisqu'au fond, Monsieur Orléans nous le confirmera très vite, ce discours n'appartient ni au domaine de l'économie, ni de la psychologie, ni des sciences religieuses, et sans doute relève-t-il de ce qu'un ancien proche d'Althusser, Pierre Macheret, appelle avec beaucoup de subtilité la philosophie au sens large. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur Orléans. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de cette invitation à Strasbourg. Je suis très heureux d'être présent, surtout sur cette question, en effet, de religion et économie qui m'a toujours tout à fait passionné, mais en tant que théoricien de l'économie. Donc forcément, c'est un angle de vue tout à fait particulier que celui que je vais présenter aujourd'hui. Puisque au fond, c'est ça mon travail. Je m'intéresse beaucoup aux questions, en effet, de la théorie
la théorie monétaire et de la théorie financière et aussi celle des institutions. Donc je suis un pur économiste. Et je me suis toujours intéressé à cette question, en effet, des rapports entre religion et économie, qui est une question, évidemment, comme il a été dit, extrêmement problématique, car, comme vous le savez tous, d'ordinaire, ce sont deux domaines qui sont tout à fait séparés de manière radicale, d'autant plus que la théorie économique, avec l'idée de l'homo economicus, met l'accent plutôt sur des comportements individuels, rationnels, intéressés, et donc construit un monde, on peut dire un monde sans croyance, un monde où en effet les faits dominent. Et donc ce monde-là, c'est cette vision de l'économie qui est la vision la plus commune, et tout à fait antagonique avec ce que peut faire penser le fait religieux. Mais pourtant, justement parce que dans mon travail, je suis un critique en fait de cette approche à travers l'homo economicus de l'économie, j'ai été amené à m'intéresser à d'autres formes sociales, et en particulier aux faits religieux, et pas simplement à en rester dans le domaine des structures rationnelles d'interaction. Et le point sur lequel j'ai le plus travaillé, en particulier dans ce livre, L'Empire de la valeur, c'est justement sur la question de la valeur. Et les valeurs, j'essaye de montrer en quoi il y a plusieurs conceptions possibles de la valeur. Celle qui domine aujourd'hui dans l'économie, c'est au fond de dire que les valeurs économiques, en effet, sont plus ou moins des faits objectifs. Enfin, ils renvoient à des réalités objectives, qu'ils soient l'utilité des marchandises, que ce soit la valeur des actifs financiers, et donc qui ne mettent pas du tout en avant des effets de croyance, et surtout pas d'effets de croyance collective. Et a contrario, dans mon travail, j'ai essayé de montrer qu'on devait avoir une autre conception de la valeur économique. Et c'est ça, pour ça que ça s'appelle l'Empire de la valeur. Ma réflexion est sur cette question de proposer une théorie de la valeur, qui est une théorie donc de savoir pourquoi les marchandises valent, qu'est-ce que ça veut dire la valeur économique, et essayer de montrer que le cadre que je viens de présenter n'était pas satisfaisant et qu'il fallait un cadre plus large. Et aujourd'hui, c'est ça que je voudrais montrer. Et donc, par ce biais, montrer qu'il y a un rapport, donc très indirect, en fait, c'est très conceptuel, un rapport entre valeur et religion, parce qu'il y a un rapport entre valeur économique et religion, parce qu'il y a un rapport entre valeur économique et croyance collective. Et c'est par ce biais-là que j'essaye de prendre le sujet ce soir. Et un des auteurs que je vais fortement mobiliser pour faire ce lien entre valeurs économiques, faits religieux et croyances collectives, c'est ça le but ce soir pour moi, d'essayer de vous faire réfléchir sur ce point, sinon vous convaincre sur l'intérêt de rapprocher ces concepts. L'auteur qui m'est très utile et qui me sera très utile, c'est Émile Durkheim, le grand sociologue français, parce que lui-même s'est beaucoup intéressé à la religion. Il a écrit un de ses grands livres, s'appelle les formes élémentaires de la vie religieuse, et il s'est intéressé beaucoup aux faits religieux comme étant, en quelque sorte pour lui, l'archétype du fait social. Et quand il disait ça, il pensait aussi aux faits économiques. Et donc il avait une vision tout à fait unitaire du règne social à travers les croyances religieuses, les croyances esthétiques, les valeurs morales, etc. Il y avait une unité du règne social qu'il avait en tête. Et ce qui a été le point de départ de ma réflexion, c'est de noter que maintenant, précisément avec l'économie, la théorie économique, il semble qu'il y ait une rupture dans cette unité, parce qu'il y a deux sortes de valeurs qu'on a beaucoup de mal à identifier ou à articuler, qui sont d'une part les valeurs morales, religieuses, esthétiques, que
que chacun d'entre nous considérerait en effet comme des opinions, des croyances collectives, et puis la valeur économique qui a suivi un parcours très différent, un parcours intellectuel très différent, et qui s'est séparé des autres valeurs pour avoir cette connotation de mesure, en fait. C'est pensé comme une mesure de quelque chose, la mesure de l'utilité, ou bien la mesure du travail, ça dépend des théories de la valeur qu'on a. Mais on voit bien qu'il y a eu ici une espèce de schisme qui s'est produit dans les sciences sociales entre, d'une part, les sociologies, anthropologie, histoire, qui continuent à se référer aux valeurs comme étant des croyances collectives et des représentations collectives, et puis un chemin particulier, c'est celle de la valeur économique qui va dans le sens de l'objectivité des faits, des contraintes naturelles, des contraintes de ressources, et donc d'un seul coup il y a cet éclatement. Et tout mon but, c'était de réunifier, enfin mon but, je ne l'ai pas atteint, la voie sur laquelle je suis, c'est d'essayer de réunifier et de penser que la valeur économique, on peut l'aborder comme les autres valeurs sociales, morales, religieuses, esthétiques. Et c'est étrange parce qu'il me semble que ça n'a rien d'évident, même dans la manière dont nous saisissons désormais ce concept de valeur économique. On a tellement l'habitude de l'employer qu'en fait, il ne résonne plus. Enfin, chacun fera son introspection, mais quand on parle de valeur économique, on ne donne plus exactement la même notion que dans valeur esthétique, valeur morale ou valeur religieuse. D'un seul coup, ce chemin particulier dont je parlais, on le ressent tout à fait. Et donc, voilà, c'est ça, c'est mon but, c'est de reconstruire une théorie de la valeur qui unifie, en fait, et qui repense la valeur économique comme étant une valeur comme les autres, et je m'expliquerai là-dessus. Et Durkheim est mon auteur parce que Durkheim est celui qui pense l'unité des faits sociaux, et donc il ne pense pas qu'il pense qu'il y ait une unité. Donc le fait social, qu'il soit économique, esthétique, religieux, répond d'une logique générale, commune. Et il n'y a pas, et donc dans ce cadre-là que je partage, je pense qu'il n'y a pas au sens fort, il n'y a pas de place pour une science économique qui serait spécifique. Parce que le fait économique étant un fait social, il renvoie à un mode d'intelligibilité qui est l'intelligibilité du social. Et il n'y a pas quelque chose qui serait particulier à l'économie. C'est la thèse que je voudrais ici donc discuter. Et en particulier, pour commencer donc mon exposé, j'ai cette petite citation de Durkheim, il y en aura d'autres, à propos de ce lien entre économie et religieux. Et donc c'est dans les formes élémentaires de la vie religieuse, et dans laquelle il montre à quel point le religieux, le fait religieux, là il analyse les religions totémiques, les religions les plus primitives, et il montre comment le fait religieux est le fait social générateur, c'en est l'archétype. Les groupes se constituant autour des rites religieux donnent à voir la socialité, en quelque sorte, dans sa forme primitive, mais au fond, dans une de ses formes les plus illustratives. Et donc, il déduit dans ce livre magistral, il voit dans le fait religieux une espèce de matrice pour penser l'ensemble des faits sociaux. Et en particulier, ce qui est très important pour lui, la question de l'autorité du social, l'autorité morale de la société. Et donc, il montre ça, et justement, il bute sur le fait économique. Et il écrit la chose suivante, que je cite: « Une seule forme de l'activité sociale n'a pas encore été expressément, il veut dire par les théoriciens des sciences sociales, rattachée à la religion. C'est l'activité économique. Toutefois, la valeur économique est une sorte de pouvoir, d'efficacité, et nous savons les origines religieuses de l'idée de pouvoir. » Il a beaucoup insisté sur le fait que la notion de religion et de pouvoir, pouvoir de la société, pouvoir abstrait, était tout à fait proche. La richesse peut conférer du mana, qui est un des termes pour dire pouvoir. C'est donc qu'elle en a. Par là, on entrevoit que l'idée de valeur économique et celle de valeur religieuse ne doivent pas être sans rapport.
Mais la question de savoir quelle est la nature de ces rapports n'a pas encore été étudiée. Et donc, si j'osais, je dirais que justement, c'est ça le but de mon travail, c'est de montrer ce type de rapport qui existe entre le religieux et l'économique. Et c'est ça que je voudrais faire aujourd'hui. Donc, comme je le disais, la valeur pour les économistes, alors, je vais souvent dire ces termes comme pour les économistes de façon à aller vite. Il est clair que l'économie est plurielle, j'en suis bien le représentant, donc il y a plusieurs traditions, plusieurs paradigmes, etc. Donc on ne peut pas parler de l'économie ou des économistes en général, car il y a une grande diversité d'économies et d'économistes. Néanmoins, il y a une forme dominante de faire de l'économie qu'on appelle souvent économie néoclassique. Et quand je dis l'économie comme ça, ou je dirais l'économie dominante, je veux parler de cette branche-là, hein, qui est à ses lettres de noblesse. Je suis critique sur un certain nombre de choses, mais il y a aussi plein de résultats que nous avons grâce à cette branche de l'économie. Donc, quand je parle de l'économie, c'est en ce sens abstrait et succinct pour dire la branche dominante de l'économie, ou je dirais encore l'économie néoclassique. Donc je dirais cette économie-là, celle dont je parle, l'économie dominante, pense plutôt la valeur comme une mesure, et qui renvoie à quoi? Qui renvoie à l'utilité. C'est ça le point important. Ce qui fait que, comment les économistes pensent que les marchandises valent, ils pensent que les marchandises valent parce qu'elles sont utiles, et que ce sont les jugements d'utilité. C'est simple à comprendre et c'est robuste, c'est que c'est les jugements d'utilité sur les objets qui font que ces objets vont valoir quelque chose, qui font que les objets sont désirés. Donc le fond de la théorie de la valeur aujourd'hui, contemporaine, ce qu'on appelle la théorie marginaliste de la valeur, ou de la valeur-utilité, c'est l'utilité des choses. Et notez que dans l'histoire, la question de la valeur est une question tout à fait centrale pour les économistes, hein. Et on peut le comprendre si vous avez suivi mes premières réflexions, c'est que justement, c'est en fixant une certaine conception de l'économie que l'économie existe et se sépare des autres sciences sociales, précisément en pensant qu'elle est d'une nature différente des croyances collectives. Donc le geste qui a consisté à penser et à conceptualiser la valeur a été au centre de la formation de l'économie en tant que science. Et quand les économistes sont mis à penser la valeur, il y a deux grandes traditions, ce qu'on appelle les classiques, qui commencent avec Adam Smith et David Ricardo. Eux, ils croyaient que c'était le travail qui formait la valeur. C'était parce qu'il y avait du travail dans les objets qu'ils avaient de la valeur. Donc la valeur d'un objet, c'était au prorata du travail. Ça existe jusqu'aux années, à la fin du 19e siècle, exactement vers 1870. 1870, il y a une révolution conceptuelle en économie qui dit non, maintenant, en fait, nous ne croyons pas à cette conception pour plein de raisons, et ce qui forme la valeur, ce n'est pas le travail, c'est l'utilité. C'est l'utilité des biens qui forment le travail, et c'est ça qu'on appelle la révolution marginaliste. Et donc, c'est 1870, c'est ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette conception a été découverte simultanément par trois très grands économistes, en Autriche par Karl Menger, en France par Léon Walras et en Angleterre par Stanley Jevons. Et c'est une découverte simultanée et qui forme ce qu'on appelle la révolution marginaliste. Et maintenant, cette révolution a 140 ans et ça n'a jamais été remis en cause. Même, par exemple, dans les débats qui ont eu lieu assez chauds, à partir de la crise économique et le fait que l'économie n'avait pas réussi à la penser, donc il y a eu beaucoup de critiques qui ont été énoncées par rapport à la théorie économique. Jamais je n'ai pas entendu de critiques qui portaient sur le fait que la théorie de la valeur-utilité aurait été une mauvaise théorie de la valeur. C'est vous dire qu'elle est tout à fait profondément incrustée dans la pensée de l'économie. Et c'est ça justement, malheureusement pour moi, c'est ça justement que j'essaye de remettre en cause. C'est cette idée de la valeur-utilité.
En tout cas, premièrement, c'est qu'on voit qu'elle décrit, on voit bien quel est le type de monde qui se construit à partir de la valeur utilité. C'est un monde où ce qui compte, ce sont les individus. C'est les jugements des individus sur les marchandises qui construisent la valeur. Et ensuite, le prix, eh bien, le prix ne fait que refléter l'ensemble de ces jugements divers, et puis il y a des fonctions d'offre et de demande, mais au fond, c'est assez simple à comprendre, l'économie de ce point de vue-là. Vous avez des marchandises qu'il faut partager entre les acteurs. Les acteurs ont un désir plus ou moins fort, selon leurs préférences, pour telle ou telle marchandise, et c'est ça la base, les jugements individuels d'utilité. Je considère que ça, c'est plus utile pour moi que ça, ou que ce livre. Et voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc on voit que c'est une pensée, on pourrait dire, c'est une théorie subjectiviste, elle parle des sujets, c'est une théorie individualiste, elle parle des individus, et c'est une théorie aussi grandement... je dirais qu'on peut qualifier de rationnel parce que les acteurs s'intéressent à l'utilité des choses et donc au monde concret, au monde utilitaire, au monde réel. C'est ça le point. À partir de là, le marché, ça se construit à partir de ces désirs des individus. Vous voyez, vous avez quelque chose qui est tout à fait simple. Et donc simple, hein, quand je dis simple, c'est souvent ça veut dire bien, hein, simple c'est robuste, c'est compréhensible, voilà. Je vous cite ici un grand auteur autrichien, von Mises, qui décrit justement cette conception. Il décrit le marché, et il le décrit très bien. Il dit « Le marché n'est ni un lieu, ni une chose, ni une entité collective. Le marché est un processus résultant du jeu combiné des actions des divers individus. » Vous voyez, on prend les individus, le marché, c'est simple, vous prenez les individus, ils désirent des objets, ils se rencontrent les uns les autres, et c'est ainsi que ça fonctionne. Donc le marché est un processus résultant du jeu combiné des actions des divers individus. Les forces qui déterminent l'état du marché sont les jugements de valeur de ces individus, et leurs actions telles que ces jugements de valeur les conditionnent. Jugement de valeur, c'est-à-dire jugement d'utilité, selon qu'ils jugent, ils préfèrent telle ou telle chose. Il n'y a rien d'inhumain ou de métaphysique pour ce qui est du marché. Le processus de marché n'est rien d'autre que le produit des actions humaines. Chaque situation de marché peut être amenée au choix spécifique des membres de la société de marché. Donc c'est ça le cadre que construit la valeur utilité. Donc un cadre dans lequel, vous voyez, il n'y a pas du tout besoin de croyances collectives. On n'a pas, comme il dit, c'est pas métaphysique. C'est simple. On part du désir des objets tels que chacun l'éprouve selon ses goûts et ses penchants. On n'en juge pas. Il y a une fameuse phrase de Walras de dire on peut vouloir ce produit, ce médicament, soit pour tuer quelqu'un, soit pour le guérir. Il dit ça, ce n'est pas la question de l'économiste. La question de l'économiste, c'est simplement une fois qu'il est désiré, c'est quel est son prix. Mais savoir pour quelles raisons, on ne porte pas de jugement. L'économiste ne porte pas de jugement moral sur les préférences. Ce sont des données qui s'imposent à lui. Donc voilà, ça c'est l'analyse. Et dans cette analyse néoclassique, par son individualisme, comme vous le voyez dans cette référence de von Mises, c'est que le collectif n'existe pas, ou plutôt, il existe simplement comme agrégation des individus. Il n'a pas de nature en lui-même, il n'a pas de volonté, il n'a pas de jugement, il est juste ce qui émerge du fait qu'il y a des acteurs qui, eux, ont des volontés, des jugements, et donc il n'y a pas d'entité à proprement parler collective. Donc c'est ça que c'est ce point-là. Or, précisément, le but de mon travail, et je vais essayer d'en donner ici quelques exemples, c'est d'introduire l'idée que la valeur est une puissance collective. Et ici, avant de pouvoir vous le démontrer, il faut penser qu'elle fonctionne justement comme les valeurs religieuses, comme les valeurs sociales, c'est-à-dire que c'est un pouvoir sur les acteurs et qui modifie les acteurs. Donc, qui les fait vivre. Et qu'une société, ça n'existe que parce qu'il y a des valeurs.
Et ces valeurs, c'est ces valeurs qui créent les acteurs. Et c'est ça le point clé de ma démonstration aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer que on peut développer cette approche, qui est donc, je dirais, voyez, orthogonale, comme on dit, ou totalement à l'opposé de celle que l'on vient d'analyser. C'est-à-dire, dans celle que je viens de montrer, dans la pensée néoclassique, on part des jugements et le prix se forme à partir des jugements. Dans l'analyse que j'essaye de montrer, c'est que la valeur est de nature collective. Et c'est en cela qu'on peut rapprocher les faits économiques et les faits religieux, ici au sens que le décrit Durkheim, c'est-à-dire comme des faits sociaux, des faits de formation de communauté. Donc c'est ça que j'essaye de faire, et vous comprenez que ce n'est pas simple, parce que d'une part, il y a une espèce, je dirais, il y a une intuition qui va quand même dans le sens de la théorie néoclassique, en disant mais ça, comment on peut ne pas être contre le fait qu'il y ait des préférences et qu'il y ait des prix qui se forment, et ça demande de développer de nouveaux outils. C'est ce que j'essaye de faire. Pour vous comprendre pourquoi mon rapport à la théorie néoclassique ici, c'est évidemment la description qui est donnée à un moment donné que les acteurs aient des préférences n'est pas fausse. Simplement, ce que je pense, et c'est ça mon rapport à cette théorie, c'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle n'est que partielle. Elle ne permet de rendre compte que des époques où on peut supposer que les préférences sont données. Mais si vous regardez sur très longue période, le capitalisme, il invente des objets et il invente des individus qui vont vouloir ces objets. Ce n'est pas de toute éternité que nous voulons des iPhones ou des ordinateurs. Les consommateurs sont créés en même temps que les objets. Et ça, c'est une dimension qui ne peut pas apparaître dans le cadre conceptuel que j'ai proposé tout à l'heure. Alors que dans mon cadre conceptuel, on peut le penser et en même temps penser les situations dans lesquelles elles seraient à un moment donné fixées. Autrement dit, ce serait comme dans la pensée individualiste, on se proposerait par exemple de penser la révolution impressionniste comme exprimant un goût impressionniste chez les acteurs, chez le public. Donc il y aurait une révolution impressionniste parce qu'il y aurait eu un goût pour l'impressionnisme avant même que l'impressionnisme naisse, et l'impressionnisme serait né simplement de la révélation de ce goût. Or, on peut, vous voyez, je ne connais rien à l'histoire de l'impressionnisme, mais on voit que c'est un peu difficile et qu'on peut penser d'autres schémas dans lesquels, par exemple, des acteurs comme Manet, puisque Pierre Bourdieu vient de sortir un livre, on vient de sortir un de ses textes sur Manet, où il explique comment se passe la révolution impressionniste à partir d'une véritable révolution intellectuelle qui est liée à certains peintres qui modifient les goûts. Donc c'est une autre logique. C'est ce type de logique-là que j'essaye ici de vous analyser. Et le point tout à fait important dans cette logique, c'est que autant le monde que j'ai décrit, celui des... Excusez-moi, c'est très conceptuel, mais c'est ce sur quoi je réfléchis la plupart du temps, mais le monde néoclassique, c'est un monde dans lequel, en fait, on échange les biens pour de l'utilité. Et ça c'est simple à comprendre. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre dans ce monde-là, et là, il y a des impasses, il y a des travaux, il y a des difficultés, c'est la monnaie. Parce que dans le monde néoclassique où les gens échangent pour l'utilité, on ne sait pas très bien pourquoi ils désirent de la monnaie, étant donné que la monnaie ou l'argent n'a pas d'utilité. On va la prendre, elle n'a pas d'utilité intrinsèque. Et donc, il y a une difficulté à comprendre ça. Et les théoriciens en question sont tout à fait au courant de ça. J'en cite un qui est un grand théoricien autrichien encore, Karl Menger, qui écrit: il est évident, même pour l'intelligence la plus ordinaire, qu'un bien puisse être cédé par son propriétaire pour un autre qui lui soit plus utile. En effet, vous avez deux personnes, si je considère que votre bien m'est plus utile que celui-là, je vais échanger avec vous et c'est très simple à comprendre. Mais que chaque unité économique d'une nation, dit-il, Karl Menger, soit prête à échanger ses biens contre des petits disques de métal, apparemment sans utilité, est un processus si opposé au cours ordinaire des choses qu'il peut être considéré par les meilleurs esprits, à juste titre, comme tout à fait mystérieux. Donc on va
en effet, l'échange, la question de la monnaie devient une question tout à fait étrange, parce qu'elle n'est pas utile, donc d'où elle vient. Et une de mes idées, justement, dans ce que je propose, c'est de renverser, pour essayer de penser l'économie, de renverser donc cet ordre des individus à la valeur, aux marchandises et à la monnaie, et de penser que ce qui est essentiel, c'est le rapport à la monnaie, et que c'est le désir de monnaie qui est au fondement des économies marchandes. Et donc, en quelque sorte, par rapport à l'idée de puissance, de fait religieux, je mène la comparaison en disant que ce qui est désiré au départ, c'est la monnaie, et que cette monnaie a un caractère collectif. Et donc, on peut la comparer d'une certaine manière à la logique religieuse, et on sait bien d'ailleurs qu'il y a des liens entre la monnaie et les faits religieux de tout temps. Donc, on voit que cette question du désir de monnaie devient tout à fait centrale, parce que c'est, au fond, comment l'économie marchande, ce que je proposerais comme analyse, c'est de dire que cette puissance dont je parlais, qui modifie les acteurs, qui les fait vivre et qui les fait se transformer, c'est d'abord, en son sein, en son cœur, le désir de monnaie. Et que c'est ça la puissance première. Et donc on a, autrement dit, deux schémas opposés. Un qui soutient que c'est l'utilité qui est le désir premier, à partir de quoi la monnaie se construit comme un instrument qui permet de résoudre le désir d'utilité, mais que fondamentalement l'économie est mue par le désir d'utilité. Et cet autre, et qui évidemment est une image très, très rationnelle d'une certaine manière, parce que les acteurs, ils cherchent de l'utilité, ça se comprend. Et l'autre image, celle que j'essaye de développer, c'est de penser que non, le désir premier, c'est le désir de monnaie, et que la production de marchandises n'est qu'en fait un biais pour obtenir de la monnaie, et que c'est ça qui est en cause. Et c'est cette voie-là que j'essaye d'analyser. Alors évidemment, elle bute tout de suite sur un problème, c'est de dire, mais pourquoi désirer de la monnaie? On comprend bien pourquoi on désire des biens utiles, parce qu'ils sont utiles. Mais pourquoi désire-t-on de la monnaie? Qu'est-ce qui fait que l'on désire de la monnaie? Et donc il faut expliquer, en effet, la présence au cœur de la société marchande de ce désir qui est ce désir de monnaie. Et je dirais que, en quelque sorte, ma lecture du monde économique serait la suivante. Ce qui fait irruption dans l'histoire des sociétés humaines, c'est ce désir de monnaie. Et ce désir de monnaie, il est prodigieusement difficile à comprendre et énigmatique. Et d'une certaine manière, on en a un récit, un des plus célèbres, et une photo qui est Aristote dans la politique. Puisque Aristote, dans la politique, décrit en quelque sorte ce moment des sociétés grecques où émerge un désir de monnaie. Et il comprend parfaitement, Aristote, que ce désir de monnaie a un caractère, ce qu'il appelle la crématistique, un caractère énigmatique et dangereux, parce qu'il remet en cause toutes les routines, tout l'ordre social, toute l'ordre social grec qui était fondé sur l'économie, c'est-à-dire l'économie domestique. Et donc il est très troublé par ça. Et je crois que au fond, on en reste toujours à ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a ce désir de monnaie qui fait irruption dans l'histoire, et que les économistes, ce qu'ils essayent de faire fondamentalement, c'est de le rendre moins énigmatique, d'essayer d'en donner des théories, en particulier les théories de la valeur, qui d'une certaine manière essayent de légitimer l'ordre de marchandises à partir de certaines idées, et en même temps de le construire. C'est pour ça que je crois que les économistes, et c'est ça qui est la particularité de l'économie, mais aussi des sciences sociales en général, c'est que les sciences sociales et l'économie, ce ne sont pas simplement des sciences d'observation qui n'essayent pas simplement de penser le monde tel qu'il est,
à la manière dont peut le faire les sciences de la nature, c'est qu'en même temps, dans leur programme premier, dans leur utilité première, et on le voit bien aujourd'hui comme de tout temps, ils participent de la construction du monde en fournissant des significations à un certain nombre de situations. Et ces significations sont très importantes parce que ce n'est pas simplement en l'air, elles ont des effets sur la réalité des choses. On peut penser, un exemple, c'est que le mouvement de financiarisation extrêmement forte qu'ont connu nos économies depuis 20 ans sont liés aussi et vont de pair avec une théorie qui mettait en avant les caractères bénéfiques du monde financier et des marchés financiers. Donc les deux vont de pair. Vous voyez, donc là, on peut dire que les théoriciens de l'efficience financière, ça s'appelle comme ça, ont participé à la création du monde de la financiarisation. Ils n'ont pas simplement décrit quelque chose, peut-être qu'ils l'ont pensé, mais dans les faits, si vous regardez ce qui se passe, ils ont participé à la création du monde. C'est ça qui fait que l'économie et les sciences sociales sont très différentes. Et en particulier, donc, cette question centrale, qui est la question du désir de monnaie et comment ce désir de monnaie est encadré, parce que le désir de monnaie, même aujourd'hui, continue à être quelque chose de dangereux. Si tout le monde se met à désirer trop de monnaie, comme ça arrive, ce que Keynes définissait par la préférence pour la liquidité, eh bien, les échanges s'arrêtent. Il y a un problème. On l'a vu récemment avec un certain nombre de politiques monétaires en Europe, où la création monétaire, qui était censée permettre aux banques de prêter, en fait, comme les banques avaient elles-mêmes très très peur les unes entre elles, en fait, cet argent, elles l'ont surtout thésaurisé. Donc, le désir de monnaie, et elles n'ont pas prêté. Donc, on voit que ça peut avoir des effets tout à fait négatifs sur l'économie. Et c'est un peu ça, me semble-t-il, la question première. Et donc, pour penser ce désir de monnaie et cette nature un peu étrange, surtout pour moi qui viens de l'économie, c'est cette idée qu'on puisse essayer de penser en soi le désir de monnaie est quasiment extravagant. Ce que j'ai mobilisé, c'est à nouveau Durkheim, parce que chez Durkheim, il y a l'idée que les interactions et la manière dont le groupe se constitue en créant une puissance qui lui est supérieure, qu'il appelle l'autorité de la société et qui s'exprime à travers des idéaux. Donc il a en fait proposé un modèle pour comprendre comment les acteurs ne restaient pas des individus séparés, mais constituaient une société. Et quand ils constituaient une société, ils le constituaient à travers justement ces croyances collectives, cet accord généralisé du groupe dans des idéaux qui acquièrent un supplément de pouvoir, un supplément de puissance, d'autorité. Et donc, ce qui, à mon sens, est tout à fait quelque chose qu'on peut appliquer à la monnaie. Alors j'ai essayé je ne vais pas développer, mais un des modèles que j'ai essayé de construire là-dessus, c'est à partir d'une hypothèse assez simple de mimétisme, de montrer comment les groupes mimétiques peuvent construire des accords qui sont dotés d'une puissance et d'une autorité qui dépassent l'ensemble des acteurs. Et donc, à travers ça, on a affaire à une conception de la valeur et de la monnaie qui est de l'ordre donc du collectif et de la puissance sociale. À nouveau une citation de Durkheim pour faire sentir ce que je veux dire. C'est toujours dans des formes élémentaires de la vie religieuse. La vraie fonction de la religion, dit-il, et il pense en particulier donc aux religions totémiques, n'est pas de nous faire penser, d'enrichir notre connaissance, mais de nous faire agir, de nous aider à vivre. Le fidèle qui a communié avec son Dieu n'est pas simplement un homme qui voit des vérités nouvelles que l'incroyant ignore,
c'est un homme qui peut davantage. Il sent en lui plus de force. Ce que nous trouvons à l'origine et à la base de la pensée religieuse, ce ne sont pas des objets ou des êtres déterminés, mais ce sont des pouvoirs indéfinis, des forces anonymes. Et c'est tout à fait ce que, dans cette voie-là, que j'ai essayé de construire la question de la valeur économique au travers du désir de monnaie. C'est quelque chose qui transforme, qui est de l'énergie, qui transforme les individus, qui leur donne de la force, là en l'occurrence pour faire du profit, mais qui les mobilise, qui les met sous tension, qui est donc une puissance tout à fait essentielle. Et c'est en cela que je me distingue, disons, de l'idée simplement du désir d'objet pour le remplacer par cette idée de désir monétaire. Comme je vois que le temps passe vite, je voudrais donner de ce concept-là une autre illustration qui sont les croyances financières. Parce que les croyances financières, à mains égards, les marchés financiers, à mains égards, illustrent tout à fait bien la logique que j'essaye d'exposer. La difficulté de la logique, n'est-ce pas, que j'essaye d'exposer, c'est qu'elle rompt avec ce qu'on appelle les modèles bottom-up, c'est-à-dire on part des individus pour arriver à la totalité. Vous m'avez compris, j'essaye de construire quelque chose où, en fait, les acteurs sont produits de la totalité. Et ça, c'est pas simple, mais pour vous faire sentir, parce que j'essaierai de vous montrer un peu les modèles tout à l'heure, mais les croyances financières sont de cette nature. Si vous pensez, et c'est pour ça que j'avais réfléchi là-dessus, si vous pensez en particulier aux époques de bulles spéculatives, dont on en a vu beaucoup d'exemples dans le passé, la bulle, ce qu'on appelait la bulle Internet, la bulle du crédit subprime et autres récemment. Donc c'est des périodes où la bulle immobilière. Ce qui est frappant dans ces périodes de bulles, c'est que c'est le marché qui commande. On a bien des situations dans lesquelles c'est plutôt les acteurs et les investisseurs qui sont agis que les investisseurs qui agissent le marché. Et l'observateur sociologiste ou historien a toujours mis l'accent là-dessus. Il y a quelque chose qui domine l'acteur, qui est le marché lui-même et ses croyances, les croyances du marché. Et donc, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, il y a beaucoup de points communs entre la question de la monnaie et la question de la finance. Et on a ici à nouveau ce modèle de la valeur comme croyance collective, comme puissance autonome en quelque sorte. Un petit exemple pour faire sentir ça mieux, parce que ça peut paraître tout à fait complexe, c'est que dans ces périodes, je pense au moment de la bulle Internet, il y avait des acteurs qui essayaient en quelque sorte de retomber sur leurs pieds, qui disaient mais ces actions, combien valent-elles ? Et qui, pour essayer d'en évaluer vraiment, ils voyaient que les cours augmentaient de manière délirante, donc ils essayaient de faire des calculs comme on a appris avec la théorie de la valeur, c'est-à-dire la valeur, c'est le profit futur. Donc on essaye de concevoir quels sont les profits futurs. C'est un acte extrêmement difficile puisqu'ils sont futurs. Mais on essaye de concevoir les profits futurs à partir de ce qu'on sait du passé. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ça, chez ces acteurs qui essayaient de se faire ce genre de calcul, c'est qu'ils n'arrivaient jamais aux valeurs de marché, parce que les valeurs de marché, justement, on était dans des situations de bulles, les valeurs de marché étaient grandement supérieures à ce qu'ils obtenaient par le calcul. Et ce qu'on observe dans ces moments-là, c'est que l'adaptation se fait toujours du prix de marché vers les acteurs, vers le calcul, et pas du calcul vers les acteurs. C'est-à-dire que même ceux qui étaient en fait ce qu'on appelle les analystes financiers, qui normalement, un peu à la manière des agences de notation, devraient avoir pour rôle de s'en tenir aux calculs fondamentaux, de façon justement à faire que les marchés ne s'emballent pas. Eh bien, même ces acteurs, en fait, ils sont tellement pris par la puissance du marché, des prix de marché, de l'opinion générale, qu'ils sont conduits à en fait s'adapter
au marché et pas le contraire. Donc vous avez ici un exemple de ce que je veux dire. On a ici quelque chose où la puissance normative, c'est l'opinion de marché, et ce n'est pas les calculs, et ce n'est pas la rationalité. Il y a quelque chose de plus qui est en cause. Alors, ce qui est difficile pour l'économiste, c'est d'arriver à produire, et je vais finir là-dessus, d'arriver à produire des modèles de ce mécanisme. Parce que on se dit quand même, d'abord parce qu'il y a des tas de boucles, si les prix de marché dominent, ils ont un effet sur les acteurs, mais ensuite c'est bien les acteurs qui vont acheter. Il y a bien des boucles dans les deux sens que j'appelle bottom-up, c'est-à-dire on dépend de ce que font les acteurs, mais en même temps top-down, c'est-à-dire on part du prix en haut pour concevoir les comportements des acteurs. Et donc on est dans une boucle un peu difficile à saisir. Et donc en essayant de modéliser ça, il y a néanmoins un bon modèle qui permet de rendre compte de cette hypothèse, c'est-à-dire du fait que la croyance collective, il y a une croyance collective qui se forme et qui n'est pas la croyance des agents, qui n'est pas l'opinion des agents eux-mêmes. Ce n'est pas ce qu'ils croient, c'est autre chose qui se forme. Donc il y a cette idée sur laquelle j'ai beaucoup insisté moi-même, parce que ça me paraît être le point important, c'est-à-dire d'avoir une croyance collective qui soit la somme des croyances individuelles, rien de plus simple. Mais le problème, c'est une croyance collective autonome, c'est-à-dire une croyance qui, en fait, n'est la croyance de personne. C'est la croyance du marché qui croit que ça vaut 100, alors que tout le monde, par exemple, pense que ça vaut 10. Or, il y a dans les écrits d'un certain nombre de théoriciens, en particulier de Keynes, il y a une idée qui est comme ça, c'est ce qu'il appelle le concours de beauté keynésien. Donc Keynes, vous en avez entendu parler évidemment pour ce qui est de la théorie générale, et en particulier parce que c'était un défenseur d'un certain type de régulation macroéconomique. Mais Keynes, dans la théorie générale, a aussi analysé les phénomènes financiers, et c'est aussi extrêmement brillant. Et il s'est aperçu qu'il dit la chose suivante. Sur un marché financier, en fait, ce qui compte, c'est d'essayer, non pas d'avoir raison, parce que ça ne veut rien dire, vous gagnez quand vous arrivez à prévoir ce que le prix sera. C'est ça l'idée centrale. C'est-à-dire, si aujourd'hui le prix est 100 et que je crois qu'en fait, moi, ça vaut que 10, donc normalement, je devrais le vendre tout de suite. Je pense que ça vaut 10 d'après tout ce que j'ai comme raisonnement, c'est mon opinion personnelle. Et en fait, c'est 100, donc je devrais le vendre tout seul. Mais en fait, si par ailleurs, les informations que j'ai me font penser que le marché va être haussier, c'est-à-dire que tous les autres membres du marché pensent que c'est 110 ou 140, alors le comportement rationnel à 100, ce n'est pas de vendre, mais c'est d'acheter, de façon à pouvoir bénéficier de la vente. Ce que veut dire simplement ici, on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de présenter ça schématiquement et j'essaye clairement, c'est que ce qui compte, c'est l'opinion du marché. Donc vous essayez simplement de vendre, vous achetez quand ça monte, et quand vous pensez que ça monte, et vous vendez dans le cas contraire, et ça, quelle que soit votre opinion à vous. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur un marché financier. Et il a essayé de théoriser ça, parce que c'est pas très simple de théoriser cette chose, où en fait, chacun essaye a pour opinion ce qu'il anticipe que sera l'opinion des autres, mais les autres faisant la même chose. Donc il y a une structure ici qui est très complexe, et qu'il a essayé de modéliser à travers ce jeu qu'il appelle le concours de beauté. C'est celui-là auquel je vais m'intéresser, qui est une espèce de maquette de logique financière. Et je vous la montre parce qu'elle a ces phénomènes d'auto-émergence et d'auto-organisation qui m'intéressent. Donc qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, je passe à ce jeu du concours financier. Il dit, les marchés, c'est comme ces concours qu'organisent certains journaux, où ils proposent 100 photographies à leur lectorat, et le lectorat doit déterminer quels sont les 6 plus jolis visages dans ces 100 photographies. Étant donné que celui ou ceux ou celles qui gagnent, ce sont celui ou ceux ou celles qui se rapprochent le plus de la sélection moyenne obtenue par le concours lui-même. Donc vous avez un jeu qui est très étrange, où vous vous intéressez au fond pas tellement à savoir quelle est ou non la plus belle photographie, mais vous vous intéressez à trouver ce qu'est la plus belle photographie
telle qu'elle est imaginée par les autres. Et au fond, un marché financier, ça fonctionne comme ça. Vous essayez de savoir ce que les autres vont faire, mais eux-mêmes faisant la même chose. Donc c'est un... je suis désolé, je ne vais pas développer trop, mais c'est effectivement une structure d'interaction très étrange. Et je vous passe, mais il y a eu un certain nombre d'essais expérimentaux qui ont été faits sur ces jeux pour savoir comment les gens, dans ce type de situation, se débrouillent. Et ce qu'on remarque dans ces jeux, je n'ai pas vraiment le temps de le démontrer, mais ce qu'on remarque dans ces jeux, et on le sent bien, c'est que, imaginez par exemple ce type de jeu, on vous demande de trouver un nombre, de déterminer le nombre qui sera choisi par les autres. Eh bien, dans ce type de jeu, vous n'avez évidemment pas intérêt à dire votre nombre fétiche, parce qu'il y a très peu de chances qu'elle soit partagée par les autres. Donc, ce que vous essayez de vous former, c'est vous essayez de vous former une représentation du groupe essayant de trouver le nombre qui lui plaira le plus. Et cette image-là, elle n'a aucune raison d'être à proximité des images des acteurs. Et il se forme donc, c'est ça où je voulais en venir, il se forme de cette manière-là une opinion qui est déconnectée des opinions individuelles. Et ça, c'est vrai, parce que c'est expérimenté, on a pu le démontrer. Mais là, on voit qu'on a un mécanisme ici, c'est ces mécanismes autoréférentiels qui produisent des croyances, qui sont des croyances sui generis, qui dépendent de la manière dont les acteurs se représentent le groupe, en fait, et qui n'ont aucun rapport avec les opinions individuelles. Donc on a bien ici ce type de mécanisme producteur d'un collectif qui n'est pas le collectif, qui n'est pas les acteurs. Alors, pour moi, ce point est important parce que conceptuellement, c'est ça que j'essaye de démontrer depuis le départ, c'est-à-dire de montrer qu'on peut avoir une conception de la valeur et une conception de l'opinion collective ou des croyances collectives qui ne soit pas simplement le résultat des croyances individuelles, mais qui soit quelque chose de plus proche, me semble-t-il, des réalités. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe à la fois sur les marchés financiers ou ce qui se passe en matière monétaire, on voit bien que l'intuition, et plus que l'intuition, montre bien que ces croyances ont beaucoup d'importance et qu'elles jouent un rôle très important. Et donc l'idée de savoir comment elles se construisent, de reproduire leur histoire, un peu comme on le fait pour les valeurs esthétiques. Et vous voyez, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des conventions financières qui sont du même type que les conventions esthétiques, qui varient, etc. Évidemment, il y a des différences, mais on est dans un même type de logique qui donne son sens à cette idée des croyances collectives. Et donc de cette importance du collectif. Je finirai donc par juste deux petits exemples de ce qu'on appelle les miracles monétaires, parce que les miracles monétaires sont des situations où justement ce poids des croyances collectives, ce poids fondateur des croyances collectives est tout à fait illustré. Alors, les miracles monétaires, ce n'est pas un nom que j'ai donné, c'est un nom que les acteurs qui ont vécu ces périodes ont appelé miracles monétaires. Il y en a deux connus, c'est le miracle Poincaré, ça date de juillet 1926. J'ai un doute si c'est 26 ou 28, mais je crois que c'est 26. Et le miracle d'une monnaie allemande qu'on appelle le Rentenmark de 1923. Pourquoi c'est des miracles ? Parce que dans les deux cas, je vais vite, dans les deux cas, on est dans des situations de crise importantes. Dans le cas allemand, c'est la crise hyperinflationniste, donc elle est évidemment bien plus importante que la crise française. Mais en 1926, en France, les choses ne vont pas très bien non plus. Il y a de l'inflation, il y a de la dépréciation de la monnaie, il y a donc des mouvements spéculatifs baissiers, et il y a une boucle qui s'est formée. Et on a la même chose en Allemagne, mais évidemment à une 10 puissance 12 plus fort. Et ce qui est étonnant, c'est que ces processus s'arrêtent du jour au lendemain, mais à proprement parler, du jour au lendemain. Et ils s'arrêtent sur la base en quelque sorte de déclaration, sans qu'il n'y ait aucun acte technique. Il
n'y a pas un changement de politique macroéconomique, on n'a pas fait telle ou telle chose, baisser les salaires, etc. Non, on ne fait rien. C'est simplement lié à des effets d'annonce. Les deux effets d'annonce en question, en 26, c'est le fait que Poincaré reviennent au pouvoir, et Poincaré en 1926 a derrière lui un capital de réputation extrêmement fort parce qu'il a mené à la victoire de 18, qu'il est déjà intervenu dans les batailles du Franc en 24, donc il est doté de qualités de réputation extrêmement fort, et donc du jour au lendemain l'inflation s'arrête. C'est encore plus prodigieux en Allemagne, parce qu'en Allemagne, en 1923, les prix doublent tous les jours, donc on est dans une situation tout à fait invraisemblable. Et là, ce qui est l'effet d'annonce, c'est de créer une nouvelle monnaie. On crée une nouvelle monnaie, et en fait, quand on regarde, elle n'a aucun gage sérieux, mais elle est gagée, je dirais, symboliquement par le capital allemand. C'est le capital allemand, la banque, l'industrie, l'agriculture qui, je passe les détails techniques, mais qui se portent garant de cette nouvelle monnaie. Et donc, dans les deux cas, ces effets, il y a des effets ici tout à fait brutaux de reprise de confiance qui font que les deux crises s'arrêtent. Et ça me semble illustrer parfaitement ce rôle qu'ont les croyances collectives, leur autonomie et leur puissance sur les acteurs. Évidemment, je ne dis pas que ces deux actes, ces deux miracles monétaires ont dû être suivis de certaines politiques. Parce qu'il est clair que s'il avait suffi que ça et que rien ne change, les monnaies en question auraient été remises en cause. Mais simplement, ce qui est fondamental du point de vue de la gestion politique et économique, on a eu du temps pour pouvoir les faire, grâce à ces effets et à ces miracles monétaires. Donc ici, on a des effets de ferveur, d'adhésion, qui ont des conséquences extrêmement puissantes sur la société. Donc on voit ici que dans l'analyse que j'ai voulu présenter, ces croyances collectives, ce rôle du collectif est vraiment tout à fait fondamental, un peu à la manière de ce que donnent à voir de nombreux faits religieux, de ferveurs religieuses qui ont certaines caractéristiques, je dirais, sociologiques, formelles, de même type. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et nous avons le temps pour quelques questions, pour ceux d'entre vous qui souhaitent en poser. Je m'ai compris. Pour l'interprétation. Tu vas enchaîner. Oui, j'aurais deux questions sur le... là, c'est vraiment une question de financier. À propos du désir de monnaie, est-ce que, je sais pas, l'interprétation que j'aurais sur le désir de monnaie, c'est une espèce de portefeuille d'options, c'est-à-dire j'ai une bouteille de Bordeaux à 100 €, une bouteille de Bourgogne à 100 €. Tant que j'ai les 100 €, je n'ai pas opéré le choix. Et donc les 100 € sont peut-être plus désirables que le Bordeaux ou que le Bourgogne, parce que j'ai encore la possibilité de choisir. Donc je sais pas, on a quelques modèles récents disant que finalement la prise de décision renferme en elle-même une certaine utilité. Et donc, et éventuellement, ça peut te faire déformer les probabilités, des choses comme ça, mais le fait d'avoir encore à décider, ça c'est porteur d'utilité, et tu n'as que ça que quand tu as la monnaie et pas quand tu as l'objet. Donc ça c'était une première chose, et puis l'autre chose, c'est à propos des impressionnistes. Je ne connais rien non plus à l'impressionnisme, mais moi, ça ne me choque pas quand on dit les impressionnistes sont venus parce que le public avait envie d'impressionnistes, parce que ça me fait penser à un peu un ensemble de données censurées, c'est-à-dire qu'il y a eu probablement tout un tas d'autres écoles de peinture dont on n'a jamais entendu parler, où il y avait aussi des peintres qui ont essayé d'autres choses, et comme il n'y avait pas
désir de la population pour ce type de peinture, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc je ne sais pas, c'est une vision un peu alternative, mais bon. Donc ce n'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des remarques générales, quoi. Je réponds ou il y avait une autre question derrière? Est-ce que la déclaration de Mario Draghi en 2012 peut être considérée comme un miracle monétaire? Oui, là c'est un... oui, évidemment, enfin, on ne dirait pas miracle monétaire parce qu'il n'y a pas eu de... Enfin si, oui, oui, c'est un miracle monétaire. Et donc pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, cette déclaration, ça a été de dire qu'il se porterait acquéreur de ce qu'il faudrait, un montant illimité de dette publique des pays en cause, des pays européens qui ont des problèmes de dette souveraine. Et donc, en effet, depuis cette époque, le marché de la dette souveraine s'est grandement stabilisé, les différences de taux ont baissé, etc., etc. Donc, il y a eu un effet tout à fait massif. Et le point important qui justifie, me semble-t-il, la question, c'est qu'il n'est absolument pas intervenu. C'est-à-dire que c'est une pure déclaration et qu'il n'a jamais eu à acheter la moindre dette souveraine en question. C'est donc simplement l'effet de cette parole qui a produit ça. Et je crois d'autant plus qu'on peut l'analyser comme ça, parce que le point de vue que j'aurais volontiers, c'est de penser que le jour où il aura à le mettre en pratique, ça sera beaucoup plus difficile. Car aujourd'hui, comme vous le savez, bien entendu, les Allemands sont tout à fait opposés à ça. Mais étant donné, on est dans ce cas, étant donné qu'ils ne dépensent pas et qu'ils n'émettent pas de monnaie, comme tout se passe bien, ils n'ont aucune raison de protester. Néanmoins, dès lors qu'ils le feraient, je crois que les choses ne se passeraient pas du tout bien, comme on l'a vu, puisque, vous savez, un certain nombre de dirigeants allemands ont été devant la Cour constitutionnelle pour exprimer leur désaccord par rapport à ça. Donc oui, j'y avais pas pensé, mais c'est une illustration assez intéressante. Alors pour les deux autres questions, en fait, sur les impressionnistes, parce que c'est le plus simple, oui. Parce que là, d'une certaine manière, c'est vrai que enfin, comment dire, on peut faire c'est la remarque que tu fais. Ce que j'aurais tendance à dire à ce moment-là, et donc on rentre dans une série d'interprétations, et donc on s'en sort pas. Je ne marque pas de point, ni toi. Mais en fait, ce que j'aurais dû le présenter autrement, c'était de dire que Bourdieu ne voit pas les choses comme ça. Donc après, c'est-à-dire l'analyse de Bourdieu sur le rôle de ce peintre en question, de Manet, donc dans la promotion d'un certain nombre de critères, est tout à fait centrale et stratégique dans l'évolution telle qu'elle est interprétée par Bourdieu de l'impressionnisme. Donc il y a un autre schéma ici que le schéma bottom-up. Sur la première question, en fait, je n'ai pas eu le temps, évidemment, de développer. C'est pas comme ça, en fait, que je verrais la question de la demande monétaire. Je crois que je serais plus, peut-être plus keynésien, parce que moi, ce qui m'intéresse, en quelque sorte, en fait, parce que ce que tu dis est juste, mais moi, mon point de vue, c'est essayer de montrer le caractère, en quelque sorte, structurant dans l'ordre marchand de la demande de monnaie, d'essayer d'en produire une rationalité fondamentale. Et donc, de se dire, si j'avais un modèle, si d'un seul coup, voilà le genre de choses que je fais, je dis, j'ai cette société marchande, j'enlève la monnaie, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le genre de problème, ce que j'appelle des jeunesses conceptuelles. Et essayer de montrer, dans ce cas-là, qu'il y a forcément une demande de monnaie qui se fait jour, et pas par le schéma habituel de la non-coïncidence des besoins. Et donc, c'est un peu ça, moi, la question que j'ai à résoudre. Alors, ce que je ne vais pas développer, mais tu vas comprendre, ce que j'indique, c'est que
je la fais découler du fait qu'il y a un besoin. Si on était dans ce monde sans, je vais vite, si on était dans ce monde sans monnaie, alors évidemment il pourrait avoir des marchés, mais le propre de cette situation de marché, c'est que les marchés sont très fluctuants et qu'il y a quelque chose qui tient, que les acteurs, pour pouvoir survivre, ils ont besoin d'accumuler du pouvoir d'achat. Et donc la question, donc c'est pas le même type de raisonnement. La question que je dis, c'est à ce moment-là, il faut que les acteurs, et je reprends là Adam Smith en disant que dès lors que la division du travail s'est formée, la première question que se pose l'acteur, c'est qu'est-ce que je dois détenir comme stock de biens de façon à pouvoir assurer que je vais survivre et acheter des biens. Donc je dirais que voilà, c'est dans ce cadre intellectuel-là que je le pose, qui est différent. Oui, moi je voudrais simplement faire une observation sur le titre de la soirée. On a eu 2 titres officiels, un sur le flyer qui est « D'où viennent les croyances financières », un autre sur l'écran qui est « La crise de toutes les croyances », et un troisième à l'ouverture de la soirée qui était les rapports finalement entre les croyances financières, les croyances religieuses, etc. Donc cette observation simplement pour inviter les organisateurs peut-être à être plus précis dans ce qu'on vient chercher ici. Alors je suis désolé, mais en tant qu'organisateur, il va falloir que je réponde. En fait, il n'y a eu qu'un titre. Ce que vous voyez affiché, religion et économie, : la crise de toutes les croyances, c'est le titre du cycle. Et la présentation de ce soir, c'était bien « D'où viennent les croyances financières ». Donc c'était juste... Quand vous avez ouvert, vous avez parlé de croyances religieuses et croyances financières. Oui, de toute façon, dans la mesure où le cycle s'appelle « Religion et économie », tout à fait à la fin de votre exposé qu'on a abordé les croyances financières. Oui, c'est-à-dire, donc le titre, en effet, je suis bien d'accord, le titre c'était « D'où viennent les croyances financières ?» Et dans le cadre donc et je l'ai présenté en ayant le titre religion et économie, d'essayer de montrer qu'il y avait un rapport entre le modèle que j'ai présenté d'où viennent les croyances financières, ce modèle autoréférentiel, avec les croyances religieuses. Oui, alors c'est dans le même esprit, d'où viennent les croyances financières. Au début de votre exposé, il y a un point qui m'a fait réfléchir, c'est que sur l'idée de désir de monnaie, je me suis dit, est-ce qu'en fait, c'est pas aussi ce que, je dis pour les gens aussi ici, sur la première école de la valeur travail, donc Smith, Ricardo, mais Marx, et Marx, à un moment, il explique bien comment la société marchande non capitaliste, c'est M-A-M', et comment à un moment donné, dans le cycle, ça bascule dans la société capitaliste A-M-A', A' étant supérieur à A. C'est-à-dire qu'en fait, la marchandise n'est qu'un prétexte en termes d'accumulation de richesses sous forme de capital. Et donc, d'où, chez Marx, alors on est peut-être aussi dans cet rapport à la religion, accumuler, telle est la loi et les prophètes, comme il le rappelait. Et du coup, ça me fait passer à un deuxième niveau dans votre exposé qui est plus en lien avec ce qui s'est passé ces dernières années et qui m'a complètement interpellé sur justement une manifestation, une illustration de la croyance collective sur ces fameuses prophéties autoréalisatrices sur les marchés financiers. Est-ce qu'on n'est pas en plein là dans cette croyance collective, sachant qu'on peut le voir pour moi à 2 niveaux. D'une part, globalement, tout le discours sur l'efficience des marchés, et le second, beaucoup plus ponctuel, sur la place de la spéculation dans ces prophéties autoréalisatrices. Oui, le mécanisme de prophétie autoréalisatrice, en effet, est vraiment central. Je ne suis pas sûr quand même que la théorie de l'efficience éprouvé se soit complètement autoréalisée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On a produit des marchés financiers, mais enfin, l'efficience a eu du mal à suivre. Et donc oui, c'est d'ailleurs, ce mécanisme, si vous avez l'idée si vous reprenez, on en a des beaux exemples dans les illustrations. Draghi aussi est un bel exemple de prophétie autoréalisatrice, et c'est caractéristique du genre d'interaction, du jeu, du concours de beauté dont je parlais. Parce qu'en effet, si vous annoncez que telle photo
sera la plus jolie, alors évidemment elle va être un point de saillance et de convergence et tout le monde va la choisir. Donc on voit que cette idée de prophétie autorisatrice est très liée à cette structure particulière d'interaction où les acteurs en fait essayent de se placer par rapport aux autres. Et vous avez raison, quoi, c'est un concept qui montre bien comment il peut avoir une autonomie de ces prophéties qui s'auto-réalisent. J'aurais dû en parler. Oui. Oui, voilà, moi c'est juste un commentaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre, mais je suppose, comme bien d'autres ici, j'y ai surtout compris que vous adhériez au paradigme de la sociologie. Par contre, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse, sur cette base, refonder l'économie. Donc, est-ce que vous pourriez développer cette idée que l'économie va se refonder sur une autre approche qui serait en fait celle des hypothèses générales de la sociologie? Il me semble que les économistes ne sont absolument pas disposés à adhérer à ces hypothèses. Oui. Ah oui, non, mais il faut d'abord que je les convainque, ça c'est clair. Ça ne sera pas facile, oui. Mais c'était pas dans ce sens-là que je pensais à la refondation. Il me semble personnellement, pour être sérieux, c'est que cette situation de schisme, comme je l'appelle, dans les sciences sociales, n'est pas bonne. Et je suis de ceux, vous avez compris, que je ne vois pas véritablement d'argumentaire épistémologique qui puisse justifier l'autonomie d'une science économique. Alors évidemment, je suis très très minoritaire, mais il me semble que on a ici on a dans ce que j'ai proposé, évidemment, ça c'est très très lié à la sociologie, un certain nombre de processus généraux. Et il ne faut pas oublier un point, c'est que j'y insiste beaucoup, ça ne veut pas dire que tout ce que fait la théorie néoclassique est à rejeter, c'est que simplement ce sont un peu comme le faisait d'ailleurs Keynes à propos de la théorie générale. J'ai honte de dire des choses pareilles en me comparant, mais de dire que les analyses néoclassiques ont une validité, je dirais, locale, dans la mesure où elles traitent soit de préférences exogènes, soit d'une demande de monnaie qui a été stabilisée, etc. Mais qu'il y a un certain nombre de choses qui lui échappent. Mais c'est vrai que ça ne sera pas facile de changer l'économie, c'est vrai. C'est le monsieur qui... Les miracles économiques dont vous parlez, est-ce qu'on ne pourrait pas plus simplement parler d'intoxication ? Pour la théorie économique dominante, vous voulez dire ? Non, en règle générale, je dis qu'il y a le miracle économique. Ah ! L'idée générale dépasse l'idée oui. individuelle. Ouais. À mon avis, l'idée générale est manipulée par un certain nombre qu'on peut appeler de gourous. Oui, ça peut être en effet, c'est compatible avec cette idée de, ce que j'ai dit est compatible avec cette idée de manipulation. Mais il n'y a pas que de la manipulation, c'est-à-dire la manipulation, c'est une utilisation stratégique de ça. Par exemple, peut-être dans le cas de Draghi, il s'agit de ça, même textuellement. Enfin, c'est le but qu'il recherche, donc il ne se cache pas. Mais plus profondément, le point sur lequel j'insiste, c'est que les groupes s'autodéfinissent elles-mêmes des fois. Par exemple, si vous prenez les grandes ferveurs spéculatives, elles ne sont pas manipulées, où les acteurs sont auto-manipulés. Voyez, qui est des acteurs de toute façon qui a intérêt à un moment donné, ça c'est certain, mais il y a une capacité des groupes à s'aveugler d'eux-mêmes dans le processus. Oui, est-ce que vous pourriez articuler le désir de monnaie avec la question de la dette ? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, je ne sais pas laquelle vous avez en tête.
y a tout un débat sur la question de la nature de la monnaie qui la relie structurellement à la dette. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, la monnaie, c'est une forme de dette. Parce que c'est une forme, en fait, de ce qu'on a appelé quelque part une dette de vie, c'est-à-dire le groupe est endetté structurellement par rapport à la société qui le crée. Il y a un lien, il y a cette idée. Donc il y a eu des problématiques de ce type-là, même auxquelles j'ai participé, c'est-à-dire l'idée que de représenter le lien de l'individu au groupe comme un lien d'endettement. Nous sommes endettés par rapport à nos parents, nos ancêtres, nous sommes endettés par rapport à la société, nous sommes endettés par rapport aux dieux, etc. Donc il y a ce lien d'endettement qui est un lien qui serait constitutif en quelque sorte de l'identité sociale. Et certains, en effet, ont pensé que la monnaie pouvait être gagée en quelque sorte soit sur cette dette dont qu'elle représente, puisque d'ailleurs d'une certaine manière cette dette ne s'éteint pas et la monnaie elle-même ne s'éteint jamais. Donc en effet, c'est un lien, c'est une voie possible. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas celle que je privilégie parce que cette analyse me convient très bien, celle que je viens de dire en termes de dette, mais il me semble qu'on peut, elle est peut-être trop étroite et que le rapport à la société, le rapport au social et à la communauté peut prendre d'autres formes que celle de dette. Mais c'est un point de vue qui en effet est intéressant pour comprendre ce que c'est que la monnaie. Oui. Merci pour votre conférence. Moi, je suis prof de SES en lycée et je m'adresse, je dirais, à l'institution que vous êtes en train de devenir parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Hein, je veux dire, j'ai de plus en plus de mal à... Bon, déjà, d'habitude, je mets un nez rouge, des grandes chaussures quand je parle de la théorie du marché, toutes ces conneries. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à perdre mon temps, à ne pas faire des choses plus intéressantes, effectivement. Voilà. Donc, on a vraiment besoin d'aide parce qu'en plus, on a des nouveaux programmes et tout. Je veux dire, voilà, il y en a qui passent 3 heures à parler d'élasticité. Je veux dire, voilà, ils n'hésitent pas, quoi. Moi, quand je parle de la monnaie en première, je passe 4 mois. Et je me fais taper dessus. Mon inspectrice me dit, vous savez, la monnaie, 1 semaine, ça suffit. D'accord. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, moi, je crois que là, il y a quelque chose de très, très profond à faire, quand même. Je veux dire, le temps qu'on passe à dire... Eugène Fama a quand même eu le prix Nobel, il n'y a pas longtemps, quoi. Je veux dire, en 2013, c'est quand même lui qui a été nobelisé. Enfin, le prix de la Banque de Suède, quoi. Mais c'est le prix Nobel, quand même. Donc, je veux dire... Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les économistes qui ne veulent pas que le paradigme sociologique devienne un paradigme central. C'est surtout les dominants, quoi, le pouvoir politique. Mais voilà. Nous, je veux dire, en tant que prof de SES, je trouve qu'on n'a pas assez de soutien. Je veux dire, dans notre travail, dans ce qu'on veut faire, parce que là les enjeux sont énormes quand même. Parce que c'est vrai, à force de faire passer, à force de dire, dans la théorie néoclassique, tout n'est pas jeté. Je veux dire, les gamins retiennent des choses très simples, très carrées, qui, à mon avis, les empêcheront plus tard de faire quelque avancée que ce soit. Donc, on a vraiment besoin, je veux dire, de démonter. Je parlais de Fama, je termine juste. Fama, c'est pas sérieux ce qu'il a écrit. Je veux dire, son article, là, il n'est pas sérieux. Il se contredit au milieu de l'article. Et ils sont nombreux à faire ça, je veux dire. Donc, voilà, on a besoin d'aide. Sinon, on n'y arrivera pas. D'abord, en effet, d'abord, je ne connais pas très bien les SES, mais j'ai quand même eu à y réfléchir à propos, en effet, des nouveaux programmes. Il m'a semblé que sur la question des nouveaux programmes et du fait qui me semble-t-il, n'allait pas du tout dans le bon sens, de mon point de vue, qui a été de séparer les différentes approches scientifiques. Là, il me paraît
Ça me semble être en effet un retour en arrière qui n'était pas satisfaisant. C'est-à-dire que d'ordinaire, dans les SES, ce qui était fort, c'est que quand on prenait un objet, on le regardait à la fois du point de vue économique, sociologique, historique, juridique. Donc les points de vue étaient mélangés et articulés. Et aujourd'hui, dans ces nouveaux programmes, on oblige à des séparations. On fait d'abord de l'économie, ensuite de la sociologie, etc. Donc je suis, de ce point de vue-là, en effet, je vous soutiens tout à fait sur cette appréciation. Vous avez une question ? Oui, il y a plusieurs conceptions possibles de la monnaie en économie. Est-ce qu'il faut choisir entre ces conceptions et lesquelles pour arriver à élucider ce désir collectif de monnaie? Ou bien est-ce qu'on peut développer une théorie où la monnaie serait simplement un objet de désir, mais sans avoir à dire ce que c'est que la monnaie, j'allais dire en elle-même. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'allusion qui a été faite au schéma MAN', ou bien AMA', bon, qui évidemment c'est celui d'Aristote avant d'être celui de Marx, n'est-ce pas? Bon, et Aristote, à un moment donné, cherche à définir la monnaie elle-même à partir de l'échange et de la marchandise. Voilà, je vous pose cette question-là. Oui. En effet, oui, d'abord, oui, il est exact qu'il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs théories de la monnaie. Mais il me semble, pour moi, tel que je présente les choses, je crois qu'il y a la grande fracture, c'est entre ce que j'appelle, dans mon jargon, dans mon livre, les théories instrumentales et les théories institutionnalistes. C'est ça qui me paraît être fondateur. Attendez, je note quelque chose, excusez-moi, parce que je vais oublier de vous le dire sinon. C'est que, donc là, dans l'approche, je dirais, pour aller vite, parce qu'on peut caricaturer, l'approche dominante est une approche instrumentale pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire que la monnaie vient après le désir d'objet. Hein, c'est le désir d'objet qui est constitutif de l'économie. On échange, la vision, le paradigme de l'échange, c'est le troc, et la monnaie vient après. Donc ça, c'est une théorie instrumentaliste. La monnaie est un instrument. Il me semble que l'autre conception que j'appelle institutionnaliste, c'est que en fait, elle est au fondement de la valeur et que c'est le désir de monnaie qui constitue de la valeur. C'est ça qui me paraît être celle que je défends en tout cas. Et d'ailleurs, sur ce point-là, sur cette idée, sur cette question de la monnaie qui est désirée intensément, j'ai fait une découverte récente, c'est que le terme monnaie dans l'hébreu biblique, je crois que c'est kesef ou yo-kesef, ça veut dire désirer ardemment. C'est exactement ça vient de désirer ardemment, et on retrouve la même chose dans le Coran. C'est-à-dire que la racine, je pourrais vous les donner, de sa racine, qui vient de désirer ardemment. Donc je crois que c'est ça, moi, mon point, c'est de partir à partir, comme vous l'avez senti, de ce désir de monnaie. C'est lui qui évidemment pose des problèmes dès lors que je ne le pense pas dès le départ comme encadré comme étant en quelque sorte un sous-produit du désir de bien. Il y a un désir de monnaie qui est fondamental. Et juste, si j'ai 2 minutes, c'est qu'il y a quelque chose qui peut me faire bien comprendre ça, j'en parle dans le livre, c'est de voir comment, dans la pensée libérale, la grande crainte qui existe vis-à-vis de la monnaie. Il y a une grande crainte vis-à-vis de la monnaie parce que précisément la monnaie, elle intervient dans la société. Les libéraux, ils sont pour un ordre du contrat. Et donc, ils sont pour un ordre de la concurrence. Or, la monnaie, elle intervient dans la société autrement que par la concurrence. Elle intervient souvent à travers simplement le politique, la politique monétaire, ou bien des réglementations bancaires, etc. Et on s'aperçoit quand on lit tous les grands libéraux, Milton Friedman, Rueff, Hayek, qu'ils ont vis-à-vis de la monnaie une très grande crainte. Et au fond, ce que je dis, c'est que la politique monétaire, chez eux, consiste toujours à vouloir neutraliser la monnaie, c'est-à-dire l'encadrer. Et ça va tout à fait dans le sens des thèses que j'essaye de développer, c'est-à-dire que la monnaie est ce désir brutal et un peu asocial qui a des effets perturbateurs, etc., selon les points de vue.
Et on le voit bien donc chez eux, puisqu'il y a un désir de neutralisation, de faire que la monnaie soit neutre. Rueff a cette très belle phrase, il dit « Une bonne monnaie, c'est une monnaie muette. C'est une monnaie qui ne parle pas. » Parce que quand la monnaie parle, elle parle toujours non pas le langage de la concurrence, non pas le langage des biens, mais toujours le langage du politique, le langage du collectif, c'est la confiance, etc., etc. Et comme vous le savez, il y a 4 grandes structures de neutralisation. C'est l'étalon or qui permet de faire que la monnaie soit gagée sur quelque chose qui soit extérieur au système. C'est la règle de Friedman qui dit qu'il faut constitutionnaliser la règle monétaire, donc à nouveau enlever et essayer de restreindre la monnaie. C'est aujourd'hui l'indépendance des banques centrales. À tout ça, Hayek faisait remarquer qu'aucune de cela ne marcherait parce que dès lors que la monnaie existait, elle était trop tentante à utiliser pour qu'on s'en prive. Et donc lui proposait simplement de la supprimer et de faire que tous les acteurs aient le droit d'émettre de la monnaie et c'est le marché qui permettra de choisir la bonne. Et donc je clôt cette petite parenthèse pour vous montrer que parce que ça illustre cette idée de ce caractère énigmatique de la monnaie, y compris par rapport aux valeurs libérales, contractuelles, etc. Ça donne à voir une forme de la totalité sociale très, très incompatible avec le contractualisme. Hein, c'est les préférences pour la liquidité, etc. Les désordres, en général, dans l'économie, ils arrivent souvent à travers la monnaie. Bonsoir. J'ai pas de questions, c'est plus des remarques. Peut-être que vous rebondirez dessus. Je suis pas économiste, mais moi j'avais noté dans les croyances financières la croyance de la main invisible du marché. Alors c'est la main invisible du marché, moi je comprends pas. J'ai entendu parler aussi de la croyance, la technique du ruissellement, la croyance que les gens qui ont la richesse redistribueront, ou plutôt cette richesse redescendra vers les catégories les plus pauvres. C'est vraiment une croyance qui s'est paralysée. Enfin, je le pense. Ouais, c'est pas un scoop. Il y a aussi la croyance du marché qui s'autorégule. Pour moi, c'est aussi une croyance. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment des croyances. Et voilà, c'est tout. Voilà. Moi, enfin, je rebondirai sur le mot que vous avez donné. Pour moi, personnellement, il reste un fort sentiment de manipulation, tout simplement. Voilà. Mais oui. La question qu'il y ait... non, mais ce que vous dites est tout à fait intéressant, mais est-ce que la question, si on va au bout de ce que vous demandez, ce que vous posez en fait comme problème, parce que ça, je m'y reconnais, c'est ce que j'ai indiqué au fond dès le départ de mon exposé, de dire que précisément l'économie est toujours interventionniste, parce que l'économiste, comme d'ailleurs c'est un peu comme dans les sciences sociales, il intervient au nom d'intérêts. Et il y en a des divers, et donc il y a des différentes formes d'économie, mais fondamentalement, le monde est fait des luttes d'intérêts. Donc ils ont chacun, on pourrait dire chacun, il y a des économistes, et chacun amène des croyances de façon à changer le monde selon, conforme à... Bon. Donc ça, je vous entends bien, et les exemples que vous avez donnés sont parlants. Mais alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que et qui m'interpelle beaucoup, c'est est-ce que quelque part, il y a quand même place pour, en quelque sorte, une connaissance des faits? Est-ce que ce que vous venez de montrer, la croyance, est la forme ultime, en quelque sorte, à laquelle puisse accéder l'économie? Ce serait cette question qu'il faudrait se poser. Alors, une toute dernière réaction. Oui, peut-être pour remonter le moral de notre collègue, Fama a eu le prix Nobel, mais Schiller aussi, donc il faut peut-être lire Schiller. Je ne sais pas, le Animal Spirits, ce sera peut-être plus joyeux. Non, je voulais poser une question à propos de... Enfin, toujours dans les histoires de croyances collectives, quand à un moment en particulier, tu as parlé des bulles, la bulle Internet, etc., où finalement on a l'impression qu'il y a une opinion de marché qui est différente des opinions individuelles, mais que tout le monde se fie à l'opinion individuelle. Et à l'opinion de marché, est-ce
que ça ne peut pas être lié au fait, parce qu'il y a pas mal de travaux récents, disons plutôt en neurosciences, montrant que dans des situations de stress ou d'euphorie, ben, tu as des productions hormonales qui sont un tout petit peu spéciales et qui vont réduire l'hétérogénéité des comportements. Et l'exemple simple qu'on donne dans ces cas-là, c'est vous avez un restaurant où il y a 100 personnes, vous observez les gens, tout le monde mange de manière différente. Il y a le feu au restaurant, tout le monde se comporte de la même façon. Et non, je pense que c'est une illustration qui dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que sur les marchés, donc il y a des tests qui ont été faits dans les salles de marché où on a mesuré la testostérone des traders à différents moments et en fonction de la volatilité des marchés. Et donc il y a des liens, disons, assez nets entre cette production et puis l'évolution du marché. Et on sait que les productions de ce genre de substances vont conduire à des comportements d'attitude face au risque ou de prise de risque qui sont tout à fait différentes et un peu déconnectées du raisonnement rationnel. Donc je me demande si au jour d'aujourd'hui, ces croyances collectives, c'est pas juste de la biologie, est-ce qu'on ne redevient pas des hommes préhistoriques dans ces situations critiques, quoi. Alors ça c'est bon, c'est possible, mais il me semble que ce que je répondrais, ce que ça me fait penser, c'est que ça n'appréhende pas le cœur du sujet en fait. Ces choses peuvent exister, mais que le cœur du sujet, à mon sens, c'est que la construction du marché financier tel qu'il est construit, c'est-à-dire autour de la liquidité et de l'autoréférentialité, produit d'elle-même ces mécanismes de croyance collective de manière spontanée, et en dehors même du stress qui peut ajouter son grain de sel, mais que c'est comme ça. L'exemple que j'ai en tête, moi, c'est l'économie expérimentale des marchés financiers qui a cette remarquable propriété de produire systématiquement des bulles. Donc toutes les expériences d'économie expérimentale de marché ont cette propriété. Je pense et à mon sens, ça c'est vraiment, pour moi, c'est un résultat qui me paraît très intéressant parce qu'on sait par ailleurs que l'économie expérimentale des marchés normaux valide pas mal de résultats d'efficience, mais pas sur les marchés financiers. Et je crois que la raison, c'est que sur ce marché-là, ce qui domine, et on le voit quand on analyse les cas en question, c'est qu'on est toujours obsédé par savoir ce que l'autre veut faire. Et donc on est structurellement dans cette situation qui aboutit à une espèce de déconnexion par rapport à ce qu'on fait. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour ce soir. Je me permets de vous annoncer la prochaine table ronde qui aura lieu la semaine prochaine sur le rôle et la place du prêt à intérêt dans les différentes religions. Très bonne soirée. Merci.